Salut tout le monde, bienvenue sur le podcast Quantum. Aujourd'hui, je reçois Gabriel Lehoux, préparateur physique, kinésiologue et posturologue. On a parlé de posturologie, de préparation physique, on a parlé de périodisation, de programmation, vraiment plein de sujets super intéressants. Donc, n'oubliez pas de faire un 5 étoiles sur iTunes si vous avez aimé ça et je vous souhaite une excellente écoute. Salut Gab, merci d'être sur le podcast. Merci à toi, Jake. Donc, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton parcours dans le monde de l'entraînement, comment tu as commencé, puis qu'est-ce qui a fait en sorte que tu es rendu où ce que tu es présentement. OK. Écoute, ça commence quand même assez jeune, vers 16 ans. J'ai des diagnostics des médecins comme quoi que je peux plus vraiment faire de sport parce que j'ai beaucoup de blessures orthopédiques. Je suis carrément, selon eux, à un âge avancé. Au niveau articulaire, j'ai de l'inflammation chronique. J'ai même des vertèbres qui sont en train de se fusionner, des trucs comme ça. Fait que j'ai des abonnements chez Chiro, chez Ostéo, chez Physio. Wow. Mes parents ont des assurances, travaillent pour la ville de Montréal, puis l'autre, la ville où j'habitais à l'époque, à Saint-Lazare. Donc, heureusement, je pouvais avoir des thérapeutes. Puis évidemment, il était hors de question que j'arrête de faire du sport. À l'époque, comme je t'ai mentionné tantôt, là, off the record, on parlait comme quoi que je jouais golf, hockey, soccer, volleyball, tennis, je les faisais pratiquement toutes. Puis de façon, je m'entraînais pas physiquement comme toi à l'époque, par exemple, mais je faisais beaucoup de sport. Donc là, tu veux m'arrêter de faire les activités physiques du quotidien. Pour moi, déjà là, ça faisait pas de sens. Puis bon, médicaments, thérapie manuelle, etc. Le fameux, là, on place les électrodes sur les muscles qui aussi que ça tire, puis un traitement par semaine, un chiro, je défais les déblocages, mais ça revenait tout le temps. Et vers 19-20 ans, c'est là qu'il fallait que je me pose la question, c'est quoi je veux faire dans la vie? Et j'ai voulu m'en aller dans la sphère d'éducation physique, mais à l'époque, la kinésiologie, c'était très peu connu. Tu sais, quand je dis à l'époque, ça fait déjà 10 ans, là. Même plus que ça, quand je pensais à ça. Donc, au cégep, j'ai commencé en génie mécanique pour dévier en administration. Fait que j'ai fait mes maths avancées au cégep. Après ça, j'ai décidé d'aller à l'UQAM. On m'a présenté le profil éducateur physique en premier. C'était très populaire à l'époque, mais il y avait quelque chose qui me disait que ça me tendait pas de travailler avec des kids. Je voyais les nouveaux profs qui rentraient, puis ils avaient l'air déjà désabusés parce que les enfants, on dirait que les ados, les jeunes adultes, ça leur tentait moins. Donc, je me voyais plus ou moins à faire ça. Mais définitivement, le bac en kin, quand j'ai lu la description, ça m'intéressait. Fait que je me suis lancé là-dedans. Oui, parce que c'était ma passion, mais aussi parce que je voulais apprendre sur le corps humain pour régler mes problèmes. C'est souvent un peu ça, hein? Tu t'es lancé, toi, dans le monde de l'entraînement parce que finalement, tu voulais prendre de la masse musculaire. Je me souviens quand tu décris ta bio, on a tout le temps comme on veut répondre un peu à nos propres besoins. Puis moi, mon besoin, c'était d'être capable de continuer à faire du sport. Puis je trouvais pas de réponse dans le domaine médical classique. Donc, j'étais un peu dans le pétrin. Fait que je commence mon bac en activité physique avec cette idée-là de base déjà pour finalement commencer mon stage au Nautilus Plus comme la majorité des kids, hein, les boys. Parce qu'on est des boys dans le background. les stagiaires de l'UQAM où j'ai fait mes études. Et une journée, je rencontre un entraîneur qui travaillait ici, pas loin d'où on est présentement, dans le West Island. Il me mentionne qu'il est allé voir un ostéopathe qui travaille différemment. Tu devrais aller le voir parce que là, je m'entraînais à l'époque, mais je n'étais pas capable là, de faire même des chin-ups, des pull-ups. Ça ne fonctionnait pas. Je venais automatiquement avec l'inflammation dans les coudes. Je n'étais plus capable de bouger pendant des jours. Là. Fait que c'était vraiment jouer au hockey, douleur dans les genoux. J'étais tout le temps en douleur. Fait que je vois Mathieu Boulay en session. Il me fait ART, MRT, fait que des techniques manuelles. 2-3 fois, ça fonctionne, mais évidemment, comme tu le sais, le contexte, ça revient. Parce qu'on ne corrige pas la cause du problème. Et une journée, Matt, trop intègre, dit « Écoute, Gab, je peux plus te revoir en technique manuelle. Si tu veux continuer ce traitement-là, je te réfère à quelqu'un, mais il faut que je t'évalue en posturologie. » J'ai aucune idée c'est quoi. Il fait le testing sur moi. Je me rends compte que j'ai des déséquilibres posturaux. Pour moi, ça a été comme une lumière, c'est là que j'ai vraiment fait comme, OK, tout le temps que je me suis dit que ça n'avait pas de sens, tout ça, là, je réalise c'était quoi le problème. Tu comprends? C'était comme une évidence même quand j'ai vu ça. Mais, étant donné que c'est spécial, parce que c'est de la neurologie, puis on n'en fait pas beaucoup de la neurologie applicable à l'université, on a des cours de neurosciences, mais jamais dans le contexte dans lequel on vit présentement. Donc, je décide de
retourner à l'université puis de ne pas commencer le protocole tout de suite avec match, c'est comme je suis trop bousculé, tu sais. Ouais. Parce que dans le fond, les tests, explique-nous un peu c'est quoi les tests de posturo. Écoute, il regarde voir par exemple si les hanches sont débalancées, les épaules, etc. Puis à chaque fois qu'il trouvait un test positif, c'est-à-dire que le test, il y avait un débalancement, il y avait un lien direct avec mes douleurs. Fait que tu sais, c'était comme 100% à chaque fois. Mais dans la même semaine, à l'UQAM, on a un cours ouvert où ce que notre prof fait venir des anciens élèves que je suis allé évidemment plus tard faire une formation, puis c'est pour ça qu'il y a des gars dans le background en stage présentement avec moi. Mais à l'époque, j'étais un de ces étudiants-là. Et Hugo Lebire, qui était à la Batcave à l'époque, peut-être que tu connais, Ouais, un des premiers gyms de performance dans la région de Montréal, vient présenter un protocole de posturologie. Fait qu'il évalue quelqu'un dans la salle, la même affaire que moi je me suis fait évaluer le lundi d'avant. Fait que là, je fais 1 + 1 = 2. Je fais comme, OK, ça se peut pas que dans l'univers, il y a les chances que un truc que j'ai jamais entendu parler de ma sainte vie, que personne ne connaît, qui se passe dans la même semaine. Donc là, je rappelle Matt, je commence le protocole et je m'inscris à la formation. Donc c'est là que ça a commencé vraiment le parcours de je veux continuer, je veux manger de l'information, je veux vraiment tout faire les formations possibles pour continuer d'accroître mes connaissances puis d'arriver à trouver tout le temps les causes les plus légitimes face aux problèmes qu'on retrouve dans le domaine physique, dans le domaine de l'entraînement, de la performance, évidemment. Fait que ça a été ça c'est une grosse histoire que j'ai raccourcie, là, mais c'était ça Fait que là, tu as commencé à travailler avec Matt, ça a réglé tes problèmes? J'ai eu une belle progression au niveau de ce que j'ai été capable de faire, mais c'est un travail de longue haleine. Même encore aujourd'hui, je peux pas dire que je suis à 100%. Mm-hmm. Qui peut vraiment dire ça de toute façon? Ouais. Mais ce que je peux faire aujourd'hui, comparativement à quand j'avais 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, même jusqu'à 24 ans, c'est des mondes de différence. Donc déjà là, oui, je peux dire que la progression est instantanée à l'époque. Juste un point de vue que j'ai repris des sports que j'avais arrêtés et que j'ai pu commencer à m'entraîner. Bon, avec certaines limitations, mais j'avais déjà commencé à m'entraîner à ce moment-là. Et le plus important, c'est que là, j'avais commencé à appliquer ces principes-là avec mes clients. Donc, comment ça a commencé, moi puis Matt? Les gens se demandent souvent, tu sais, c'est quoi l'histoire entre toi puis Matt? Bien, c'est ça. Moi, la 2 semaines après que j'avais commencé mon traitement, que j'ai vu que ça donnait des résultats comme ça, je ne pouvais pas me permettre de commencer à travailler avec mes clients sans au moins avoir fait une évaluation. Ça faisait pas de sens. J'avais des clients qui étaient aussi limités que moi. Tu sais c'est quoi le contexte de nos clients? Des problèmes orthopédiques, ont des douleurs, des tensions, des mouvements qu'ils ne peuvent pas exécuter. Donc là, à chaque samedi, moi, je travaillais 60 heures Nautilus à ce moment-là. J'avais pas de temps, puis Matt aussi était booké à fond. Donc le samedi matin, on se réservait 6-7 heures, j'amenais des clients. On les passait toutes. Puis, tu sais, il y avait 60-70% du monde qui commençait le protocole. Fait que moi, après ça, je les voyais au gym. J'avais fait mon niveau 1 en posturo. Je commençais à appliquer les protocoles. Donc, ça s'est fait ça à peu près sur, je te dirais, 2-3 ans. Fait que j'ai bâti ma confiance en posturologie. J'ai maîtrisé les concepts parce que je passais au moins 7 à 10 heures par semaine à appliquer le truc avec mes clients, mais aussi avec Mathieu dans la salle. Fait que j'ai pas juste fait mon cours de posturo, puis après ça, je suis disparu de la map. J'ai fait de la formation continue à toutes les semaines avec Mathieu pendant des années. Là. Fait que c'est pour ça que je maîtrise quand même le truc aujourd'hui. Je considère, tu sais, j'ai appris avec un des tops en posturo, en plein quand lui était dans son développement, puis que il poussait vers le... Fait que tout ce qu'il y avait comme nouvelle information, Mathieu me la transférait. Donc, ça a été ça vraiment la base. Là, Puis après ça, un coup, tu as commencé à faire de la posturo. Là, tu étais au Nautilus Plus dans ce temps-là. Là. Après ça, qu'est-ce qui s'est passé pour t'amener présentement dans un gym comme ça de performance? Bien, l'idée, ça a été que aussitôt que j'ai eu la possibilité de faire plus avec mon corps, ça a fait un peu la même chose avec mon esprit de business puis comment je voyais mon avenir d'un point de vue entrepreneurial. Avant ça, j'étais la sécurité de mon emploi, etc. Là, j'ai découvert un autre modèle. Tu sais, automatiquement, quand tous les médecins, le domaine médical me dit que toi, à 16 ans, il faut que tu arrêtes de faire des trucs, je me voyais déjà vieillir puis être capable de faire ce que j'aime dans le futur. Tu sais. Donc, je m'avais déjà créé des limitations mentales. Au moment où j'ai découvert que là, au contraire, le parcours de ma vie, ça allait devenir d'être capable de faire plus, bien là, il fallait que ça soit comme ça dans toutes les sphères de ma vie. Donc, à partir de ce moment-là, puis encore aujourd'hui, mon objectif dans la vie à tous les jours, c'est de m'optimiser. Puis d'optimiser, évidemment, quand tu t'es optimisé toi-même sur toutes les sphères, là, tu veux que les autres autour de toi soient optimales. Donc là, j'essaie de projeter ça vers les autres.
dans le contexte du Nautilus, j'étais limité parce que tu connais un peu c'est quoi ces gyms-là. On te crée un peu un carcan, puis il faut que tu restes là-dedans. Même si mon maître de stage, qui est devenu mon boss, c'est un gars avec qui j'ai joué au hockey, c'était un chum. Il me laissait faire mes cours mes sessions de posturo avec mes clients, il était quand même correct. Moi, je voulais plus. Donc, j'ai eu une opportunité d'ouvrir un gym avec un gars en Ontario qui s'appelle le Fit Life, qui est un gym un peu style Nautilus, mais privé. Et j'avais un bureau là-bas, je faisais de la nutrition, j'avais découvert la médecine fonctionnelle, etc. J'avais fait des cours avec Metagenix, j'avais fait mon FLT, les cours de biosignature avec XPN à l'époque, Precision Nutrition, un paquet de cours pour élever mon niveau de conscience sur tout ce qui est nutrition, parce que j'avais également des problèmes digestifs, des problèmes d'intolérance. Fait que, tu sais, j'avais le package au complet. Donc, ce que ça me permettait de faire, c'est d'apprendre sur tous ces paramètres-là en m'aidant. Donc, nutrition, posturo, puis entraînement là-bas, plus hypertrophie, perte de poids, etc. Quelques athlètes. Et là, j'ai découvert vraiment que le monde athlétique, c'est ça qui m'attirait. À faire 70% de nutrition dans ta semaine, de donner des plans, faire du one-on-one avec des gens qui, des fois, sont pas, au niveau du mindset, sont pas rendus là à faire des changements sur leur habitude de vie, ça me drainait trop. Je le laissais trop sur la table pour ce que ça me donnait au bout du compte. Donc, une journée, le gars, il m'a dit « Écoute, j'ai besoin de toi 2 jours de plus semaine. » C'était en Ontario, à 45 minutes de chez nous. J'étais comme « Écoute, je lâche, j'arrête tout. Il faut que je revienne à ce qui me passionne. » Même si, tu sais, ça roulait, je faisais de l'argent, tout est correct, le gym fonctionnait bien. Il fallait que je revienne à l'essence derrière ça, c'est-à-dire qu'est-ce qui m'avait amené à me rendre plus évolué. Donc, l'entraînement pour la perfo, puis développer tout le côté, tout ce qui est neurologie appliquée avec la posturologie puis les patrons moteurs qu'on a maintenant. Ce qui fait de moi la personne que je suis présentement, l'entraîneur que je suis. J'ai été dans des gyms de CrossFit dans le West Island où j'ai appliqué les principes avec des athlètes de CrossFit. J'ai éventuellement déménagé Olympia Performance, qui était un des premiers gyms dans le coin, même à Montréal, je dirais. Là, il y avait un 10 000 pieds carrés, turf, des équipes de football qui rentraient là, des joueurs de hockey. Donc, ça a été une belle opportunité pour moi parce que j'entraînais beaucoup d'athlètes. Et là, je testais mes protocoles, autant en posturo qu'en entraînement. Et par la suite, j'ai eu une opportunité de travailler au District Elite, qui est le gym juste en face ici, avec un de mes collègues, Maxime Chevrier, qui est un neuropsychologue, qui voulait travailler toujours avec l'approche neurologique en fondation, qui m'a dit « Écoute, j'ai un setup avec un gym encore plus gros, des athlètes qui sont sponsorisés en plus. J'ai besoin d'un gars comme toi, puis on a une approche similaire. Let's go, on passe ensemble. » Ça n'a pas fonctionné, pas à cause que Maxime n'était pas de bonne intention, mais au niveau des propriétaires, il n'y avait pas nécessairement la même vision. Puis pour moi, aussitôt qu'on ne s'en va pas dans la direction qui est juxtaposée avec mes valeurs à moi, mes valeurs d'entraîneur, mais mes valeurs en tant que personne, c'est facile pour moi de lever le pied puis m'en aller ailleurs, tu comprends? J'ai pas de difficulté à me dire je vais pouvoir créer mieux dans une situation haute. Et là, maintenant, ici, à Quartier Hockey, avec la gang, c'est tous des anciens joueurs de hockey, certains professionnels, certains qui ont joué à des très, très hauts niveaux. Et eux autres veulent développer les athlètes à la base, donc faire de la glace à développer les habiletés motrices pour le joueur de hockey. Et évidemment, ils comprennent très bien qu'il y a besoin d'une fondation en arrière de ça, physique, mais également d'une fondation d'un point de vue sensoriel, moteur. Et c'est là que tout mon travail, posturologie, entraînement neurologique, vient combiner à toute cette situation-là. Donc là, ça commence, évidemment, mais j'ai vraiment un bon feeling là, que je suis à la bonne place là, pour la première fois dans ma vie, je te dirais. Et ça coordonne en même temps avec... Je me sens bien physiquement, métaboliquement, toutes les zones de mon système fonctionnent en même temps. On parlait tantôt off the record. Est-ce qu'il faut que tu fonctionnes bien pour que ta business... Ben oui, je pense que oui. Il faut que toi, en tant que personne, tu sois vraiment rendu à une autre étape, que tu ailles vraiment évolué vers le sommet de la performance pour pouvoir t'en aller puis t'occuper de gens qui recherchent le même genre de besoins, finalement. Exact. Il y a de quoi que tu viens de dire qui est vraiment, vraiment très hot. Tu as parlé toute ta progression, tu as parlé de valeurs beaucoup. Puis ça, je crois que c'est tout en ton honneur d'avoir respecté tes valeurs à 100% quand tu as pris des décisions. Ouais. Que tu étais dans une place que tu aurais pu te dire, l'autre place, ouais, mais tu sais... Je reste dans mon confort. Ouais, tu sais, mais non, tu regardes, c'est quoi mes valeurs, qu'est-ce qui est important pour moi, puis je reste avec ça, puis je tiens ça dur comme fer. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire, mais que ça demande du courage, mais qu'au bout de la ligne, tu es tellement plus heureux. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sera malheureux parce que justement,
ils prennent des décisions plus rationnelles ou émotionnelles, mais sans penser à ce qui est vraiment important pour eux. Donc, c'est vraiment intéressant. Merci, Gab, d'avoir été là. On peut arrêter ça là. On arrête ça là, c'est fini. Mais c'est la chose la plus importante, tant qu'à moi, c'est quand tu travailles ou que tu es une personne intègre, après ça, pour toute ta relation avec les autres, c'est beaucoup plus facile parce que si tu te respectes toi en premier, automatiquement, les autres vont avoir l'impression que tu les respectes aussi. Si tu es une personne qui passe tout le temps par-dessus un paquet de choses, ben, tu accumules des frustrations, ça va paraître dans ton quotidien. Moi, comme je te disais tantôt, ça n'a jamais été une question. Moi, quand j'ai découvert la posturo, quand j'ai découvert des méthodes d'entraînement, je ferais pas... Qu'est-ce que je dis en formation aux gars? C'est, moi, mon objectif, ça a toujours été une chose. C'est d'avoir les résultats les plus optimales possibles, les plus optimaux possibles, en le moins de temps possible. C'est ce qui va faire la différence entre tu es un entraîneur d'exception ou un entraîneur régulier comme tu peux avoir partout. Et c'est cette poursuite-là de toujours trouver ce qui peut rendre ce résultat-là encore plus grand et plus rapide qui guide depuis très longtemps, en fait, la façon que je dispose mes efforts au quotidien, autant dans les formations que je fais, les gens que je m'entoure, les mentors que j'ai eus, etc. C'est tout le temps dans cette optique-là. Puis je pense pas qu'on se trompe, puis ça, c'est de rester intègre justement sur un principe. Les gens qui viennent d'information, je leur dis, ou les gars d'internship, si vous restez avec ça comme mindset, ça va guider votre carrière, vous vous trompez pas. Vous vous trompez pas avec ça. Oui, exact. C'est très intéressant. Aussi, t'as fait vite un peu sur ton... t'as pas fait vite, mais t'as skippé une coupe de bout. Tu donnes des formations avec l'Institut IP. Oui. Comment tu dirais... Comment t'expliquerais ça rapidement, l'Institut IP? Qu'est-ce que vous faites avec Matt Boulay? C'est souvent très... Comme on avait jasé tantôt, là, tu parles de des concepts, puis les gens comprennent pas parce qu'évidemment, c'est pas leur domaine. Puis souvent, mon erreur à moi, c'est de prendre pour acquis que les autres savent qu'est-ce que moi je sais. Autant quand je parle ou quand je décris qu'est-ce que je fais, ou même quand je viens le temps de créer une formation ou parler avec un autre entraîneur, je m'imagine qu'il connaît tout qu'est-ce que je connais. Puis maintenant, je réalise, depuis que je commence à donner plus de formations puis m'impliquer dans le développement d'autres entraîneurs, je me réalise que j'en ai passé des heures dans mon bureau ou chez nous à lire des livres qu'il y a bien du monde qui sont pas prêts à faire. Puis souvent, les gens qui me posent « Hey, c'est quoi la différence entre toi et l'autre? » Ben c'est ça. C'est ça la différence. C'est que moi, j'ai passé des heures à essayer de maîtriser des trucs que l'autre, ben, il préférait aller prendre une bière avec ses amis pendant que moi, je faisais non, mais tu sais, ma passion, c'est ça. Moi, je veux comprendre ce truc-là. Fait que l'Institut IP, c'est un peu venu de ça, en fait. C'est Matt Boulay qui, lui, ben, il s'en fout de... Lui, ce qu'il veut comprendre, c'est le cerveau humain. Puis comment régler les problématiques des gens. C'est ce qui l'intéresse. Donc, étant donné que moi, j'étais dans une condition exécrable à cet âge-là, puis que j'ai vu qu'il y avait quelqu'un comme ça qui pouvait me conditionner à comprendre tous ces principes-là qui sont très complexes, hein, quand c'est pris de la neurologie dans les livres, très difficile à digérer, même pour les plus solides d'entre nous qui vont se pitcher dans un livre, prendre des notes puis essayer de faire des liens dans notre tête, c'est quand même très complexe. Fait que Matt, sa force, c'est de le vulgariser. Et pour rendre ça vraiment vulgarisé pour les gens, en fait, il faut avoir une base de mouvement, une fondation de mouvement à l'enfance pour pouvoir faire tout ce qu'on veut faire au quotidien aujourd'hui. Donc, si tu n'apprends pas, par exemple, le classique, c'est marcher à quatre pattes, ben tu pourras pas marcher bipède par la suite, tu ne pourras pas courir, tu ne pourras pas gambader, etc., de façon optimale. Donc, il faut maîtriser toute cette séquence-là de développement. Il y a différents stades. En recherche, aujourd'hui, on est capable de déterminer qu'il y a des stades de développement qui nous permettent d'arriver à la station debout, à marcher contralatéral, donc la jambe opposée avec le bras opposé pour avoir un transfert au niveau du corps. Et ça nous amène à faire un paquet de trucs comme des sports, comme le contexte, évidemment, dans lequel je suis présentement, où il y a des joueurs de hockey qui doivent non seulement maîtriser ces patrons moteurs-là, mais comme tu as vu tantôt dans le footage, je pense que ça va paraître, on est sur patin, on doit encore maîtriser le hockey avec la rondelle, en plus de patiner. Donc, si tu n'as pas intégré des patrons moteurs qui viennent avant, finalement, cette activité-là, on tire à blanc. On fait rien. Donc, l'idée, c'est que Matt a créé un système, puis moi, je l'ai appuyé là-dedans parce que depuis le départ, je suis avec lui. Donc, moi, je suis tout le lien entre la clinique et le gym. Et c'est le développement, dans le fond,
un protocole qui prend 12 mois. On réintègre ces séquences-là de mouvements primaires qui nous permettent évidemment de rebalancer toute la structure orthopédique combinée avec la posturologie et éliminer par exemple les douleurs chroniques ou à tout le moins dans le pire des cas les ABC, régler des problèmes de tension, régler des problèmes de mouvement carrément. Donc quelqu'un qui n'est pas capable par exemple de descendre dans son squat, ben, on va regagner de la mobilité. Et Matt a développé cette séance-là à la base pour qu'elle soit applicable pour nous en clinique. Mais après ça, on se rendait compte que les coachs ne comprenaient rien de ce qu'on faisait. Donc, il a développé l'Institut IP, qui est une formation continue pour entraîneurs pour comprendre tous ces principes-là et pouvoir appliquer de la neurologie fonctionnelle au quotidien dans la démarche d'un entraîneur. Donc, être capable de dire, OK, tu veux un programme de perte de gras, tu veux un programme d'hypertrophie, de force, de puissance, peu importe la qualité physique que tu veux travailler, mais toujours d'avoir une conscience neurologie en arrière. Pas juste la conscience biomécanique, pas juste la conscience métabolique, anatomique, mais la conscience neurologique également. Fait que, en gros, là, c'est comme ça que vous donnez des formations dans le coin de Montréal, puis à Québec aussi, hein? Partout au Québec, en fait, là où il y a de la demande, on va, mais principalement, oui, à Montréal, dans l'ouest de l'île, à Québec, et maintenant également en France. Donc, plusieurs territoires français sont couverts, là, toute la francophonie. Et Matt s'en va à la fin du mois en Suisse pour la première fois. Donc, on est international. That's it, excellent. Puis, parle-nous donc, tu viens de revenir d'une formation que tu as donnée en France sur... c'était programmation, périodisation pour... Oui, donc c'était vraiment de base. La formation s'appelle les fondements de la périodisation. Comme tu sais, à l'époque où on est allé en Californie voir Stéphane Cazot il y a 2 ans, on est exposé, pas pour la première fois, en fait je parle pour moi, mais je pense que pour toi aussi, déjà on faisait du calcul, on allait chercher du data pour organiser nos différentes phases d'entraînement. Mais moi, étant donné que mes formations ont été surtout avec Charles Poliquin et Christian Thibodeau, qui sont des gars réputés pour plus du court terme, avoir des résultats très rapides, pas qu'ils n'ont pas une vision long terme, mais dans les formations qu'on faisait, Charles n'approchait jamais cette idéologie-là. Protocole 3 mois. Là. C'est ça, exactement, un fameux phase 12 semaines. Là, tu sais. Il a fait son marketing avec ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas la conscience long terme, mais moi, je ne l'ai jamais apprise de lui, définitivement. Et dans ses cours, jamais qu'il parlait de ça. C'est ça, exact. Puis moi, quand j'ai eu l'intérêt de commencer à me poser la question, OK, quel modèle de périodisation je devrais utiliser versus un autre, j'ai testé un paquet de trucs. Donc, les fondements de la périodisation, c'est un mélange de tous les mentors que j'ai eus, les formations, les livres que j'ai eus, mis dans un truc où moi, j'ai aussi fait du bro science. Je suis allé tester tous ces trucs-là avec mes clients, avec moi-même, et je ramasse juste ce qui donne le meilleur résultat le plus rapidement possible. Et je rends ça digestible. Puis j'ai bâti vraiment une méthode de travail qui peut être appliquée pour n'importe quelle qualité physique. Donc, les coachs sortent de là vraiment avec un outil, fichier Excel comme toi tu utilises, puis on rentre les données. C'est quoi les données les plus importantes? C'est quoi les variables qu'on peut modifier sur les paramètres d'entraînement qui vont faire qu'on va améliorer les résultats, mais qu'on va surtout aller chercher les meilleurs résultats le plus rapidement possible. Puis je martèle ça pendant 2 jours de formation parce que pour moi, c'est ce qui a fait ma carrière puis ce qui va continuer de le faire, en fait. Exactement. Puis tu le donnes au Québec aussi, des fois? Je le donne au Québec, oui. J'ai en fait, dans la dernière année, depuis avril passé, donc ça va faire vraiment 1 an, j'ai formé 60 entraîneurs. Oh, donc, Québec et France inclus. Fait que ça va quand même bien, puis je compte vraiment monter ce chiffre-là là, dans les prochaines années, définitivement. Là, tu vas donner une formation en France avec un gars quand même cool, je pense, peut-être. S'il veut de moi, là, je pense que on va aller donner probablement une formation avec M. Jacob Hamel de Quantum Training. Un bon Jack. Depuis des années, je le suis, puis c'est vraiment un gars d'un point de vue autant entraînement. Son parcours est hyper intéressant parce que, évidemment, on vient de 2 sphères différentes, mais on se rejoint au final. Preuve que, tu sais, l'université ou pas, pour moi, ça n'a jamais été un deal breaker. Mais que quand tu y mets ta passion, puis que c'est ça que tu veux faire dans la vie, 2 personnes peuvent se ramasser au même point en utilisant 2 routes complètement différentes. Fait que pour moi, je te lève mon chapeau, Jake. T'as un parcours atypique, mais au final, tu as des résultats vraiment incroyables. Puis j'aime vraiment ton approche marketing. Donc, c'est sûr que on va avoir de quoi pour les Français qui s'en viennent. En plus, tu y vas dans quelques temps. Là, donc, je pense que c'est juste logique qu'on aille leur présenter un truc ensemble. Exact. Pour ceux qui veulent être là, le 11-12 mai à Langat, en France, et le 18-19 à Marseille. Donc, cool. Écrivez-moi si jamais vous êtes français, vous voulez participer. Bref. Devrait être sorti le podcast avant ça. Devrait.
On va s'arranger. Hein, c'est ça, on s'arrange. Puis c'est ça, ben pour celle-là, je pense qu'il faudrait regarder Cantoni, mais sûrement à l'automne peut-être. Ou... Je pense que ça fait du sens après l'été, oui. Fait que si ça vous intéresse, amis français, yes. Écrivez-nous. Si on parle un peu là, de périodisation, de programmation aussi, j'aimerais avoir ton take sur qu'est-ce que tu utilises principalement comme pattern de périodisation annuelle. Pour une qualité physique particulière Exemple, ou juste surtout général? pour l'athlétique, tu utilises-tu la périodisation ondulatoire, les linéaires, on a parlé de conjugué un petit peu tantôt. Oui. Bien, ça va varier beaucoup parce que, dépendamment si, tu sais, avec les athlètes, tu as des fois des périodes qui sont très longues d'hors saison. D'autres, c'est le contraire. Il y a une période très courte de hors saison, mais ils ont une période très longue de saison en cours, in-season en anglais. Donc, c'est sûr que mon modèle de périodisation va changer. Mais ce que je dis d'ailleurs dans la formation que je donne, c'est qu'il n'y a jamais un modèle pur. Je les présente tous les modèles, puis les gens, quand tu fais lis la littérature, quand tu fais des formations, tu regardes le modèle pur, par exemple linéaire, il y a toujours une composante ondulatoire, une composante autre que juste le linéaire. Puis à la quantité de paramètres d'entraînement que tu peux contrôler en tant que programmeur, pas en tant qu'entraîneur, hein, Jake? Exact. C'est ta job de savoir quel paramètre va faire du programme que tu es en train de bâtir le bon programme à donner à tel moment d'une personne. Fait que c'est dur de te répondre. Je sais que c'est plate comme réponse, mais il n'y a pas comme un modèle que je pourrais te dire, là, c'est tout le temps la même affaire, puis c'est du cas par cas, parce qu'au départ, je peux avoir le même joueur de hockey qui arrive, même niveau, mais il y en a un qui a 5 ans de background en entraînement, puis l'autre qui n'a jamais touché une barre de sa vie. Fait que déjà, le contexte est différent. Un peut avoir des blessures, l'autre n'en a pas. Donc, est-ce que là, je peux pas justement avoir plus d'éléments linéaires parce que c'est moins complexe, parce que c'est moins demandant d'y aller d'une périodisation progressive linéaire que de faire de l'ondulation? Ben oui, ça peut être quelque chose que je vais jouer avec, dépendamment des circonstances. Toujours de penser que faut que tu fasses le plus petit effort possible pour avoir le maximum de résultats. Puis pourquoi faire une périodisation ondulatoire quand tu peux faire simple? Parce que le linéaire, ça peut être excellent pour quelqu'un qui commence. Ouais. Puis souvent, le monde sont comme le linéaire, tu gardes pas tes acquis, X, Y, Z, nanana. Ouais, mais il y a beaucoup d'avantages à faire ça. Moi, ce que j'aime travailler, c'est un linéaire, mais de façon à augmenter la capacité de contraction d'un client, musculairement parlant, en 12 semaines. T'sais. Mais c'est vraiment linéaire ce que je fais avec ça. Mais c'est un court terme, par exemple. Oui, exactement. Ton linéaire est sur un 12. Ben, c'est ça. Puis tu vois, d'un point de vue recherche scientifique, ce qu'on voit, c'est que sur les modèles de périodisation, ils ont comparé 60 modèles, dont beaucoup le linéaire parce que c'est un des plus populaires. Et évidemment, avec un débutant, tu n'as pas une grosse différence. Ouais. Que tu prennes ondulatoire, que tu prennes n'importe quel type de périodisation, ça ne change pas grand-chose. Par contre, quand tu te mets à comparer des gens qui s'entraînent, linéaire versus une ondulatoire, on parle de 28 % de différence. Wow. Pour moi, ça, c'est un deal breaker. Tu sais, automatiquement, quand j'ai quelqu'un qui a déjà de l'expérience d'entraînement, je ne peux plus utiliser un modèle linéaire. Je vais prendre des éléments linéaires et je vais l'intégrer à ma périodisation ondulatoire, mais ça va s'arrêter là. Je ne peux plus prendre la linéaire à cause de cette raison-là. C'est 28 % pour moi, c'est des gains énormes sur une année. On parle d'un tiers de plus de gains en force. C'est fou, par exemple. On parle de périodisation, tout ça, qui est dans le fond, une périodisation, c'est un plan sur le long terme, tout ça, mais la majorité du monde ne suit même pas un plan d'entraînement. Tu comprends? Puis là, on compare deux types de périodisation, une avec 28 % de plus de gains. Si tu périodises, la majorité du monde ne périodise même pas. Imaginez-vous le nombre de gains que vous laissez sur la table. Moi, je pense que c'est un 50 % de gains que tu laisses sur la table à faire tes programmes toi-même, à faire tout le temps la même affaire, à changer tes exercices, puis que ça soit le seul. Parce que le monde, c'est ça qui change. La seule variable qui change, c'est les exercices. C'est une des affaires les moins importantes de changer. Tu as tout compris. Tu pourrais garder les mêmes exercices en fait dans l'année au complet. Exact. Moi, c'est le modèle que je suis beaucoup. C'est tout le temps les mêmes exercices qui vont faire des rotations. Les exercices accessoires puis les exercices pre-ab. Genre en français, j'ai de la misère à déterminer un mot, là, mais les remedial, là, les C-series, là, la série C, les exercices. Les brocolis que Stéphane appelle. Ouais, genre les brocolis. Les affaires plates à faire, mais qui sont bonnes pour toi. Faut que tu fasses ce qui donne au A puis qui donne au B. Mais ouais, c'est ça. C'est fou. Tu le vois dans les gyms. T'as plein de gars, là, des bro gars. Ils sont en train de travailler un nouvel exercice, puis c'est le seul paramètre qu'ils ont changé dans leur séance. Ils ne savent pas pourquoi ils ont choisi de faire 15 répétitions au lieu de 12. Les séries ne changent pas. C'est souvent parce que c'est écrit dans Muscle and Fitness. Ben, c'est ça, exact. Mais je vois où tu vas en venir avec ça. Donc,
on est en train de parler de 28% entre linéaire et ondulatoire. Imaginez, c'est ça le pourcentage de tous les autres paramètres. Quand tu t'en vas voir un vrai programmeur qui t'organise tes sessions, à quel point d'aller passer 4 heures dans le gym par semaine, là, tu viens de rentabiliser tout le truc. L'investissement de temps, l'investissement de vie que tu t'es donné et tes chances de succès sont beaucoup plus grandes si tu le fais de cette façon-là que si tu, finalement, juste prends un programme puis tu changes juste les exercices à chaque 4 semaines ou 6 semaines, dans le pire des cas, où ce que là, tu choisis de faire des microcycles trop longs, tu respectes pas ta physiologie. Exact. Ça m'embarrasse un peu. Puis parlant donc de ça, programmeur versus... Ouais. Moi, je disais des montreux d'exercice. Ouais. Oh ouais, c'est bon. Programmeur et montreux d'exercice. Mais ça fait longtemps qu'on a parlé de ça. Ouais, ça fait quasiment 3 ans, Jake, qu'on est avec ça à Kilo Strength. C'est là qu'on avait parlé de ça, puis qu'on avait commencé. On avait déblatéré là-dessus, puis après ça, tu as sorti un post là-dessus, puis j'étais comme... Right on, man! Right on! Ce qu'on disait, c'est que, tu sais, dans la vie... Ça commence drôle une phrase. Tu sais, dans la vie... Dans mon livre à moi, Jake. C'est ça. J'écrive ce livre-là. Dans le domaine de l'entraînement, c'est que tu as 2 types d'entraîneurs. Tu as des programmeurs et tu as des montreux d'exercice. Les montreux d'exercice, c'est la plupart du monde qui sont dans les gyms. Pas pour dire qu'ils n'ont pas de... leur place. Ils n'ont pas leur place ou ils veulent pas mal faire, mais c'est du monde qui vont te montrer des exercices qu'ils connaissent. Donc, ils vont te mettre sur feuille un paquet d'exercices que tu vas trouver un nouveau exercice, tu vas trouver ça cool. Ça veut. Mais tu sais, il y a aussi le fait que si tu as des nouveaux exercices, tu vas être motivé, tu vas peut-être avoir des résultats. Ouais. Mais bref, c'est ça. Et après ça, tu as les programmeurs. Les programmeurs, c'est ce qu'on s'efforce à devenir et à être, c'est de tout calculer de A à Z ton année d'entraînement, avoir une raison pour chaque exercice que tu donnes, chaque répétition, chaque série, chaque tempo, chaque temps de repos. Et c'est ça qui fait la différence, selon moi, sur le long terme. Puis tu vas être d'accord avec moi sur le résultat des clients sur le long terme. On est à des allées-lumière là, quand on se met à contrôler justement tous ces chiffres-là. Puis à la base, la raison pourquoi moi j'ai commencé à faire ça, c'était pour me justifier à moi-même. J'étais plus capable de vivre avec le fait que mon court terme avec une personne versus une autre personne, ça fonctionnait différemment. J'étais pas capable de m'expliquer à moi-même pourquoi ça faisait ça. Exact. Tandis que maintenant, évidemment, ben là, je le comprends. Je le comprends parce que mes chiffres, mon volume, mon intensité, je le calcule pas, c'est bons paramètres. Puis après ça, mon volume, mon intensité, ça peut être plusieurs paramètres dans mon entraînement. Fait que quand tu commences à varier tous ces chiffres-là, puis récolter du data en plus pendant l'entraînement pour vérifier qu'est-ce qui se passe avec ton athlète, là, tu fais vraiment le métier d'entraîneur. Tu es en train vraiment d'optimiser les résultats en le moins de temps possible avec tes clients. C'est un niveau complètement différent de coaching pour moi. Ouais, exact. Puis je pense que si j'aurais un conseil à donner aux gens qui se font entraîner par du monde, si ton trainer ne regarde pas tes chiffres à la fin de ton programme d'entraînement, après 4 semaines ou 3 semaines, il ne te demande pas ton programme, à regarder ta progression, ton choix de charge que tu prends. Tu sais, 4 séries de 8, tu mets du pesant. Tu sais, qu'est-ce que tu choisis comme charge? Je pense que tu devrais payer quelqu'un peut-être un peu plus cher. Mais parce que tu sais, au bout de la ligne, le monde souvent, ils sont comme... ils vont trouver ça cher des fois, un trainer haut de gamme, parce qu'ils ont déjà payé pour un trainer pas cher, ils n'ont pas eu de résultats, ils n'ont pas été satisfaits, et là, ils ont peur de réinvestir un petit peu plus. Mais tu sais, je compare tout le temps ça à un auto. Tu sais, si je te dis, j'ai une Tercel à vendre, 25 000 tu veux rien savoir. Mais si je te dis, j'ai une Lambo à vendre, 25 000 tu vas dire, où t'as vendu? Ou une Tercel avec un kit de Lambo dessus. Ça peut être ça. Mais tu sais, tout est une question de qualité, puis Absolument. Fait que... 100% d'accord. Puis il y a un exemple que je dis toujours aux gens, c'est que pense au nombre de fois que tu as investi de l'argent en quelque chose qui valait moins cher. Tu as voulu sauver de l'argent, puis à quel point tu étais déçu. Tu sais, tout le monde, c'est tout le temps ça. Tu achètes de quoi? Ah, je vais avoir la big screen TV, je vais acheter l'autre qui est moins cher parce qu'il est en spatial, puis là, tu es chez vous, tu es comme... Ouais, la qualité d'image n'est pas... J'aurais dû investir 200$ de plus. Souvent, c'est pas une grosse différence, parce que, regarde, moi, surtout avec l'arrivée des réseaux sociaux, je compare souvent les prix en tant qu'entraîneur. Des gars qui commencent, là, ils ont eu des bons résultats, par exemple, sur eux autres. Ils ont fait une diète qui a marché pour eux. Ils se mettent à vendre des sessions et des programmes d'entraînement, puis ça charge 50, 60$ de l'heure. Et écoute, c'est pas loin de ma tarification de l'heure, là. Puis pourtant, les gens vont s'arrêter des fois pour 20$ de l'heure de plus. Écoute, dans l'année, mettons que tu vois cette personne-là 10 fois pour des changements de programme. Déjà là on parle de... C'est des mondes, là, des mondes de différence. Un programme imprimé sur Internet qui a changé une coupe d'exercices versus moi, je t'évalue, je te périodise sur 4 ans, puis à la limite, peut-être juste sur 1 an déjà, là, on est bon. Tu as ton idée sur plusieurs années. J'ai déjà une idée sur plusieurs années où ce que je veux t'amener par rapport à tes objectifs, mais à tes capacités aussi présentes. Puis après ça, ben, je te coach tout le long.
que ce soit en ligne, que ce soit one-on-one, que ce soit juste des changements de programme, je suis tout le temps avec toi. Avec les systèmes qu'on a implantés en ligne de suivi, récolte de data, on est capable d'ajuster l'entraînement au long cours de façon constante. Puis c'est ce qui va vous permettre d'avoir des résultats. Surtout si on a des gens qui sont investis. Puis maintenant, ma clientèle, c'est ça, c'est du monde qui sont investis, des sportifs, des gens qui veulent avoir des objectifs précis. Parce que quand dans ta vie, tu t'optimises vers une direction, puis tu dis, écoute, moi, c'est ça que je veux faire, bien, évidemment, tu attires des gens aussi que c'est ça qu'ils veulent pour eux autres. C'est le truc qui est merveilleux aussi, c'est quand vous développez en tant qu'entraîneur, j'insiste beaucoup là-dessus avec mes jeunes puis mes gens en formation, c'est que tu vas attirer le genre de personnes avec lequel tu vas mettre l'énergie, finalement. Fait que c'est un autre game. C'est un autre game, là, entraîneur versus programmeur, là, définitivement. C'est pas la même game. On va écrire quelque chose là-dessus. Là, on va... Ben, surtout qu'on... Ouais. Je te file, Jake. On est prêt. Quand tu fais du développement d'athlètes, y a-tu des affaires que tu fais spécifiques pour les athlètes? Par exemple, des trucs qu'on voit, c'est, exemple, je sais pas, des niaiseries des fois, de faire des squats sur un bossu pour travailler l'équilibre, de faire des snapshots avec la palette, avec un trou dedans, avec la poulie. C'est-tu des affaires dans le même du travail ou... Il n'y a pas de mauvais exercices, tant qu'à moi. Il y a juste des exercices mal positionnés dans une phase, dans une périodisation, et il y a juste une mauvaise interprétation d'un mouvement. Et quand on comprend la neurologie derrière les mouvements qu'on prescrit, c'est là qu'on vient vraiment s'ajuster au niveau de notre plan de match, parce qu'on découvre que si on veut stimuler un système spécifique du cerveau ou une zone spécifique du cerveau, mais qu'on emprunte des exercices qui n'ont pas rapport avec ça, on est capable de justifier, OK, ben là, j'aurais peut-être dû commencer avec autre chose ou sélectionner carrément un autre exercice. Donc, j'adore la biomécanique, mais maintenant, je suis plus dans la neuromécanique parce que finalement, qu'est-ce qui contrôle le corps? Ben, c'est le cerveau. Le muscle is the slave of the brain. Donc, si on part avec ce concept-là, après ça, je sélectionne des mouvements qui sont, par exemple, sur une jambe, sur un ballon, c'est parce que j'ai des déficits, par exemple, du système vestibulaire ou que je veux le système vestibulaire qui est l'oreille interne, qui nous informe sur la position de la tête dans l'espace. Et évidemment, c'est super important pour n'importe quelle activité physique, mais même juste pour tenir debout. Que ce soit pour travailler, par exemple, avec des exercices. À l'époque, Alex Babin m'avait montré ses techniques de squat, tout ce qui renforcit la prise en charge du pied au sol, qui s'était fait montrer par les Paul Carter, les Wendler, les powerlifters qui avaient vu une différence dans leur capacité de force, puis surtout sur la symétrie de leur squat. Ben moi, je le fais dans une dimension où je vais améliorer la potentiation tactile du pied, donc la connexion entre le cerveau et le muscle pour augmenter les performances. Donc, chaque choix d'exercice a tout le temps sa raison d'être. Après ça, comme en la périodisation, comme dans n'importe quel programme qu'on va bâtir, il faut juste se justifier à nous-mêmes, aux clients, si on a choisi la bonne évolution de cet exercice-là. Mais oui, j'utilise des trucs. Quand tu me parles de poulie avec le hockey, ça, c'est des stupidités pour moi. Pourquoi? Parce que si on comprend comment le cerveau fonctionne puis comment on peut adapter ces exercices-là au contexte de vie, c'est-à-dire t'embarquer sur la glace puis te frapper, on se rend compte que la poulie, l'angle, la courbe de force va faire plus de détriment au patron moteur réel du lancer frappé au hockey que d'accroître le niveau de force dans ce mouvement-là. Donc, on essaie d'être spécifique, mais finalement, c'est zéro spécifique au sport. On est bien mieux de prendre des barres, d'aller faire des chin-ups, d'aller faire du bench press, puis d'accroître la performance sur le haut du corps, avec une bonne fondation, évidemment, symétrique au niveau du système locomoteur, et de transférer cette puissance-là, cette force-là qu'on a créée sur cet athlète-là dans le sport spécifique, d'aller pratiquer le lancer frappé d'un point de vue technique, comme tu as vu tantôt, qu'est-ce qu'on faisait avec les fameux drills de hockey là, avec PJ Corsi, qui est un des coachs ici sur la glace. Ouais, j'ai appris à freiner. Ouais, c'était quand même pas pire à ça faire. Ça n'a pas été long. C'était quand même solide. C'est quand même bon. T'utilises-tu l'haltérophilie, les speedwork? Absolument. Ouais. Comme je te dis, moi, il n'y a pas d'exercice que je mets de côté. Parce que quand tu réussis à remodeler un peu comment le cerveau connecte avec les muscles, tu te rends compte que les capacités de la personne évoluent. Bon, donc, si déjà, toi, tu as éliminé l'haltérophilie dans tes types d'exercices que tu vas utiliser, c'est parce que, premièrement, probablement, ça se peut que tu ne sais pas comment le coacher, ça c'est correct, mais étant donné que c'est des mouvements extraordinaires pour bâtir de la force-vélocité, si tu es dans le domaine sportif, ben, il faudrait que tu apprennes à les coacher. Fait que ça, c'est la première chose. Deuxième chose,
Si tu as des gens qui sont pas capables d'exécuter les mouvements, ben oui, il faut que tu les coaches en technique, mais il faut que tu te poses la question pourquoi ils sont pas capables de les exécuter. Et c'est là, le pourquoi, moi, c'est tout le temps ce qui me branche. Hein. J'aime ça savoir, OK, qu'est-ce qui me cause le manque de mobilité de l'épaule pour faire l'arraché? Pourquoi il y a des douleurs au dos quand je suis dans la position pour faire mon deadlift, la première portion du mouvement du sol, pour faire un épaulé jeté, par exemple. Si on se pose ces questions-là, on se rend compte qu'il y a des explications d'un point de vue postural, il y a des réponses sur les patrons moteurs qui n'auraient pas été bien intégrés. Ça crée des tensions, ça crée des asymétries. Et après ça, ben, ça décharge sur tout le mouvement qu'on essaie d'exécuter. Donc, moi, tous les mouvements sont bons. Après ça, il faut les périodiser, il faut les coacher, il faut apprendre aux clients à les exécuter pour qu'il y ait un transfert dans le sport. Souvent, on voit des gens qui vont faire de l'haltérophilie. Ils ne font pas dans une exécution biomécanique, donc ils ne comptent pas les forces de la gravité, les forces de la charge qu'ils essaient de déplacer dans le contexte dans lequel on le veut pour le sport. Donc, il y a aussi ça. Fait que c'est beau savoir le coacher, c'est beau comprendre la neurologie en arrière, essayer d'optimiser les qualités de mouvement de notre client. Mais après ça, si en plus, on ne sait pas trop comment orienter les angles de ces fameux mouvements-là, les directions de ces mouvements-là pour qu'il y ait un transfert dans le sport, bien là aussi, on fait du tort plus que d'améliorer la performance, finalement. C'est important, tu sais, que l'haltérophilie, souvent, dans le développement athlétique, je pense que c'est très, très populaire, mais tu sais, ton client, s'il n'est pas capable de faire un squat, tu sais, il faut toujours revenir à la base, tu sais. Et c'est là que d'utiliser des progressions d'exercice en périodisation, tu sais, commence avec un step-up, après ça, faire un split squat, après ça, faire un squat, après ça, faire un squat, un front squat, après ça, faire un power clean, tu sais. Avant de faire un arraché, il y a bien des étapes à passer. Puis comme Steph Cazot nous disait, c'est que ça se peut que la première année que tu entraînes un gars de foot, tu n'en fasses pas. Même si le gars il est très très haut niveau dans son sport, le risk-reward ratio, le risque par rapport à ce que tu pourrais gagner avec ces exercices-là est trop grand. Fait qu'il n'y aura même pas de transfert. Bon, là, après ça, il faut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas un avantage d'utiliser un exercice par séance, par exemple, ou est-ce que là, tu vas juste apprendre la technique pour que la personne arrive l'année d'après? Parce qu'à un moment donné, tu n'as pas le choix, il faut que tu le fasses, le mouvement. La personne ne maîtrise pas son squat à 100%. OK, on va faire de l'haltéro, pas loadé, pour de la vitesse. Puis là, ben peut-être tu vas être mieux l'année prochaine pour être exposé. Parce que vous vous souvenez, les sportifs, joueurs de hockey, des fois, ils ont 6 semaines pour se préparer leur saison. C'est pas long. Ça fait pas grand-chose en 6 semaines, même à 2 fois par jour. Là, le potentiel n'est pas aussi imposant qu'un joueur de foot où il y a 8 mois, des fois, juste pour faire ta préparation physique. C'est pas le même contexte. Exact. Pendant l'haltéro, tu as appris pendant le Pierre Roy. Je pense Pierre Roy, beaucoup de formations one-on-one. Pierre Roy, j'encourage tous les gens qui veulent se développer dans le monde de la préparation physique pour athlètes à aller voir avec. C'est drôle parce qu'il n'est pas connu. Non, il n'est pas reconnu. Pourtant, Charles a parlé beaucoup, mais les gens ne se déplacent pas pour aller le voir. Il est difficile à contacter. Juste avoir son numéro de téléphone, c'est pas évident, honnêtement. Mais moi, ça a vraiment ma compréhension du mouvement, l'application des mouvements de l'haltérophilique pour le sport, comment même périodiser. Il m'a donné des modèles de périodisation qu'il utilisait. Je ne sais pas s'il fait encore ça aujourd'hui, mais définitivement, ça m'a vraiment influencé dans ma carrière. J'ai été coaché par Pierre Roy, mais aussi d'autres entraîneurs qui avaient fait des formations avec Pierre. Donc, ça a tout le temps été sa philosophie, qui est une philosophie utilisée partout à l'international. Même les Russes, les Ukrainiens utilisent des modèles qui viennent de Pierre, ou à la limite qui ont été comme bâtis un peu en même temps. Puis il a amené du monde aux Olympiques, là. Oui, clairement. Beaucoup de championnats, puis oui, il a amené des gens aux Olympiques. Il y a quand même d'autres qui n'est pas tant connu. Non, c'est ça, effectivement. Il est connu comme le monde qui a utilisé avec Poliquin. Oui, mais à part ça, même les athlètes eux-mêmes, là, non. Oui, c'est ça. Si on parle un peu plus de point de vue personnel, yes. Quelle habitude des dernières années a eu le plus d'impact positif sur ta vie? Oh, mon Dieu. Une habitude. Quelque chose que tu as changé, quelque chose que tu as mis dans ta vie qui a fait en sorte que... Écoute, il y a tellement de choses. Je pense que la meilleure habitude que j'ai, c'est justement de continuer cette poursuite-là, de changer mes habitudes pour m'optimiser. De toujours, tu sais, de ne pas rester accroché à un truc que je fais qui me donne déjà des résultats. Puis ça, je l'applique dans toutes les sphères de ma vie. Si je trouve quelque chose de mieux, je suis prêt à le tasser. Tu sais, ça revient au contexte tantôt. Je te disais, j'ai passé d'un gym à l'autre. C'est pas parce que j'ai une personnalité de marde. C'est pas parce que le monde autour de moi me faisait chier. C'est juste parce que j'ai une mission dans la vie puis je vais l'accomplir no matter what. Fait qu'après ça, je pense que c'est la meilleure habitude que j'ai, c'est ça. C'est que de ne pas rester accroché après quelque chose.
ça me convient plus, ou j'ai quelque chose de mieux, on tasse ça, puis on s'en va à quelque chose de mieux, on teste, c'est mieux, OK, ça devient ma nouvelle vérité pour le moment. Puis, pour le moment. Pour c'est le ça moment. Qui est fort. Ouais. Ça, c'est très puis, fort. tu sais, quand tu es dans ce contexte-là, la posturologie, demain matin, je trouve quelque chose de mieux, je mets ça de côté, puis tu m'interviews dans un an, puis je te dis, écoute, j'ai quelque chose encore mieux que ça. Je suis pas attaché, je suis attaché au résultat. That's it. Même la science, des fois, ça me bug parce que tu vas avoir un paquet de monde qui vont être payés under the table pour dire des affaires qui sont pas nécessairement la vérité. Donc, comment tu peux te fier à un monde qui est déjà pourri puis qui est... Fait que ça revient à, faut que tu utilises ces éléments-là. Oui, tu te fais un pied à la science, tu viens tester après ça les trucs qui font du sens pour toi, qui est d'un point de vue intégrité aussi. Je ferai pas des conneries dans le gym juste pour les tester. Je vais faire des trucs auxquels je trouve que déjà, en me référant à la physiologie, ça fait du sens. Puis après ça, ben, on voit si ça fonctionne pas. Un erreur aussi que les gens font souvent, c'est d'être attachés émotionnellement avec un système, comme tu dis, puis que là, tu dis le contraire, puis là, ça les frustre au plus profond. Puis je donne souvent cet exemple-là, mais j'avais fait un vidéo à un moment donné que je parlais que pour développer ton chest, t'es pas obligé de bencher puis aller toucher ton chest, puis que c'est pas tout le monde qui devrait aller toucher leur chest d'un point de vue développement musculaire. Puis j'ai tellement eu de messages de hate que le monde était comme, t'es un esti de pas bon, puis pour être vraiment intense, juste parce que c'est une conviction tellement émotionnelle qu'ils ont envers un système. Ou un exercice. Ou un exercice, mais tu sais, quand tu... C'est drôle parce que je l'enseigne dans mes cours, puis tout le monde fait comme, ouais, ça a vraiment du sens, qu'est-ce que tu dis. D'un point de vue mécanique, là, genre, d'un point de vue temps sous tension, toutes les c'est défendable à 100%. C'est ça, tu sais, puis une cage thoracique, c'est pas tout le monde qui a la même grosseur de cage thoracique. Ed Cohen, il touche son chest, la barre, elle se déplace de 6 pouces, tu sais. Alex Babin, il fait du bench, la barre, elle bouge pas tant parce qu'il a tellement un gros chest, tu sais. Fait que, mais bref, me faisait penser, c'était important de toujours garder un esprit critique puis de pas être attaché émotionnellement à quelque chose. Non, parce que, tu sais, oui, je te parlais de valeur puis d'intégrité, etc., mais ce que je fais au quotidien, ça me définit en partie. C'est pas ma personne. Tu sais, oui, je suis posturologue. Les gens te demandent qu'est-ce que tu fais dans la vie. Moi, je leur réponds, ah, ben, tu sais, je joue au hockey, j'aime le sport, j'écoute le Canadien. Puis ils sont comme, ouais, mais c'est quoi ta job? Ouais, mais c'est ma personne, c'est pas juste comme, oui, je passe beaucoup de temps, c'est ma passion, etc. Mais il y a d'autres choses aussi qui m'intéressent. Tu sais, j'aime ça lire ces extraterrestres. Puis j'aime ça, la Deuxième Guerre mondiale, j'ai des passions hautes. Puis je passe pas autant de temps parce que ça me rapporte focal. Mais il faut pas rester fusionné avec un truc parce que automatiquement, comme tu dis, on vient qu'un lien émotif. Puis là, on est surtout avec l'apparition des réseaux sociaux, on va pouvoir perdre notre temps à déblatérer puis à s'astiner avec du monde qu'eux autres aussi sont accrochés après un autre truc. Ça sera jamais ton truc à toi. Ça sert à rien de passer une heure à essayer de le convaincre que ton truc est meilleur. Lui, il a déjà son truc qu'il va défendre jusqu'à mort. Exactement. Moi, ça m'intéresse pas. C'est ça que les réseaux sociaux, les gens peut-être qui me connaissent, mais me connaissent pas comme d'autres parce que ça m'appelle moins, ça fait moins partie de mes valeurs. Je comprends que c'est un beau véhicule pour promouvoir certains trucs, puis c'est pour ça que je veux l'utiliser, mais commencer à passer des heures à m'astiner avec des gens, là, ça fait pas partie de mon plan de match, je pense. C'est jamais une bonne idée. C'est qui la personne qui a le plus d'influence sur toi? Mathieu Boulay, définitivement. D'un point de vue qui m'a aidé à me rendre où je suis avec les problèmes que j'avais, mais également en termes d'évolution. Donc, Matt, quand je l'ai rencontré, il avait mon âge aujourd'hui. Donc, moi, je le voyais comme un mentor qui pouvait m'amener à être comme lui était à l'époque. Puis, évidemment, quand tu as un mentor, ton but, c'est toujours d'aller plus rapide que ce que lui a fait. Fait que Matt m'a donné tous les outils pour que j'avance le plus rapidement possible, pour avoir les meilleurs résultats, les plus optimaux possibles, le plus rapidement possible. Donc, ouais, Matt a eu la plus grande influence sur moi d'un point de vue professionnel, définitivement. Le point de vue personnel? D'un point de vue personnel, je pense que c'est mes expériences. C'est pas comme une personne. Je suis pas du genre à m'attacher à Superman et faire comme je veux vivre ma vie par rapport à ce que cette personne-là a fait. Mais tu sais, il y a plusieurs personnes que j'ai lu des livres qui ont une influence sur moi, des commentaires que des gens qui ont passé une journée dans ma vie qui vont me marquer pour toujours. Fait qu'autant que j'ai pas d'attache à des trucs, j'ai pas non plus d'attache sur un truc spécifique. Moi, je pense que c'est plutôt les expériences de ta vie au complet qui vont faire qui t'es. Donc, il y a eu des gens, des copines, des femmes qui ont croisé ma vie qui m'ont fait évoluer. Il y a des thérapeutes que j'ai croisés qui m'ont fait évoluer, des entraîneurs, etc.
Fait que je sais pas, j'ai des réponses plates, là, mais c'est pas non, j'ai pas comme un truc particulier. C'est vraiment un amalgame d'un paquet de situations qu'on fait qui suit aujourd'hui. Ouais. Tu parlais de livres, c'est quoi ton top 3 de lecture? Le moment présent, définitivement. Ça m'a vraiment changé dans les dernières années. De Eckhart Tolle. C'est un livre genre spirituel, mais sur comment toutes les étapes vulgarisées pour être capable de vivre le moment présent puis de débarrasser de la petite voix dans ta tête qui est comme une voix de souffrance qui dit tout le temps « fais pas ça, parce que tu seras pas capable » ou « t'as tel passé, fait que ça va donner tel résultat de merde que t'aimeras pas, etc. » Fait qu'il te sort de ce contexte-là puis il t'apprend à vivre chaque moment comme une expérience. Comme là, en ce moment, je continuerai ça à faire pendant 6 jours parce que je trippe à faire qu'est-ce que je fais présentement avec toi. Je me concentre juste là-dessus, tu sais. Puis j'essaie de parler plus possible avec l'être que je suis et non l'entraîneur ou tu sais juste faire une entrevue de on parle de training, non, j'aime ça ton entrevue parce qu'on parle de tout, tu sais, on va à travers mon être au complet, pas juste la personne qui parle en arrière puis qui défendrait par exemple un truc comme on parlait juste avant. Donc Eckhart Tolle, le moment présent, les pouvoirs du moment présent, pardon, c'est vraiment mon numéro 1 sur la liste parce que ça va pouvoir, après ça, tu vas pouvoir embrasser un paquet d'autres concepts de la vie. Fait que tu vas pouvoir utiliser la physiologie, etc. Toujours avec un regard plus objectif et moins subjectif sur n'importe quoi. Après ça, j'ai bien aimé c'est un livre d'enfance, là, mais Le Petit Prince de Saint-Exupéry, c'est un livre quand j'ai été jeune, puis quand je l'ai relu à l'âge adulte, j'ai compris comme différentes façons. Fait que c'est encore un livre spirituel, encore un livre plus mindset, poésie à la limite, mais ça m'a vraiment amené à un autre niveau en termes d'avoir de l'empathie pour les autres. Parce que quand tu es tout le temps en douleur chronique, tu te préoccupes pas des gens autour de toi, tu es juste centré sur toi-même. Fait que à ce moment-là, c'est là que j'ai été capable de faire des choix sur ma direction de carrière puis comment je voulais orienter ça. Que même si moi, ça allait pas top, mais je voulais quand même poursuivre mon objectif d'aider les gens autour de moi parce que nécessairement, en faisant ça, je m'aidais. Donc, Le Prince de Saint-Exupéry, ça serait mon numéro 2, peut-être même le numéro 1 parce que pour les jeunes, c'est peut-être plus comestible là, que le pouvoir du moment présent. Puis plus training, Tudor Bumba pour la périodisation, vraiment génial. Fred de la vie en anatomie, ça a été des bases pour moi. Après ça, bon, c'est sûr j'ai des trucs mindset, d'autres trucs, mais c'est qui ont plus d'influence sur les autres. Ouais, définitivement. Vraiment cool. C'est quoi tu as appris dans la dernière année côté entraînement, nutrition, posturo qui a eu un impact sur ta pratique? Dans la dernière année? Je te dirais que dernièrement, puis ça a rapport avec une des raisons pourquoi je suis ici, tout le contexte de développement sensoriel pour l'athlète que je fais à l'extérieur de la glace. Je m'en vais avec PJ dans une session. PJ qui est le coach technique ici pour les joueurs de hockey, pour le développement. Puis moi, j'ai fait un training, puis lui, il me fait un training sur la glace, comme on a fait tantôt. Puis il commence à me montrer des mouvements, et il y avait des étapes d'évolution dans ces exercices. Le gars n'a aucune conscience de la neuro derrière, aucun IP, rien. Là. Puis il me montrait des exercices, puis là, j'étais capable de faire les liens entre les exercices qu'il donnait. Genre, OK, tu regardes en avant, contrôle de rondelle. Ah, OK, bien ça, c'est proprioception versus l'autre qui était visuel. Donc, c'est comme... Moi, j'étais très neuro dans ce que je faisais, mais là, j'ai fait comme, hey, gros, sors de ça, là. Tu peux amener ça à un autre niveau si tu regardes, dans le fond, tout ce qui est fait dans le domaine sportif. Tu peux arriver avec des éléments très précis de ce que tu travailles comme fondation avec les méthodes IP en posturologie et l'appliquer après ça avec des coachs de hockey puis de leur dire, écoute, tu as raison, cet exercice-là, d'un point de vue mécanique, peut-être est plus facile, mais neurosensoriel, plus tough. Fait que mets-la genre en troisième, puis l'autre d'avant, mets-la en premier. Fait que, tu sais, là, je commence à avoir ce thinking-là. Fait que c'est pas un truc que j'ai appris nécessairement, c'est plus comme un concept que j'ai capable d'ouvrir mon esprit à plus grand que qu'est-ce que je faisais dans mon hors-glace là, au quotidien. Exact. Parce que souvent, les connaissances, moi, je pense que tu n'apprends pas avant de pouvoir exploiter cet apprentissage-là dans d'autres sphères puis de le travailler différemment que tu l'as appris. Je sais pas si c'est clair ce que je veux dire, mais justement ça, ou tu sais, des principes de périodisation, de programmation que, OK, tu as les bases, ça, mais là, tu appliques ça, puis là, tu le changes, puis là, tu te mets à repenser puis
retravailler certains concepts que là, tu ajustes selon toi, comment tu vois avec les résultats. Fait que, ça, je pense que c'est vraiment là que l'apprentissage se fait. Puis une des erreurs que j'ai faites plus dans le passé, c'est que je faisais beaucoup de formations. Il y a une année, je pense que j'en ai fait 20. Là, puis, pas assez de maîtrise, nécessairement. Pas assez de maîtrise. Même chose pour les livres. Il y a 3 ans, j'ai lu 52 livres dans une année. Puis, mais la maîtrise de ceux-ci, des fois, je parlais avec quelqu'un, il me parlait du livre... Tu l'avais lu? Je l'avais lu, puis j'étais comme... Je me souviens pas de ce bout-là. Okay, fait que là, c'est quoi de récemment, comme cette année, je me mets 12 livres que je veux lire dans l'année, mais je fais des résumés, puis je note, puis là, je maîtrise le livre. Qualité versus quantité. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, j'ai beaucoup de monde qui viennent à mes formations, puis il y en a une fille là, en particulier que j'ai dit, là, arrête de venir. Là. Comme maîtrise, parce qu'à toute fois, je dis, t'as-tu... Elle n'a pas maîtrisé encore les concepts. C'est ça, ça a fait mon cours de biomécanique qui est vraiment hard. Ouais. Puis là, je pose des questions, puis comme tu vois, la maîtrise, je suis comme... Tu relis les affaires. Ça vient à ton autre formation. C'est ça, exact. Fait que ça, c'est... Je pense que c'est un bon conseil pour les coachs qui commencent de pas de vouloir maîtriser. Je sais pas pourquoi que je viens parler de ça. Non, mais écoute, je considère que ça, c'est peut-être une erreur. J'en ai fait d'autres erreurs, mais celle-là, je ne l'ai jamais faite. Pour moi, quand j'investis sur quelque chose, que ce soit du temps ou de l'argent, il faut que ça me serve. Fait que j'ai toujours gardé ce mindset-là. Pour moi, ça n'a jamais été une question de quantité. Je me suis pété ailleurs, là, mais ça, ce concept-là, depuis le départ, j'en ai fait des formations, mais peut-être pas autant que d'autres, mais je regarde l'application qui font des concepts qu'ils ont appris. C'est ça. C'est pas maîtrisé. Exact. Moi, ce que j'ai fait, je le maîtrise. Je peux t'en parler pendant des heures. Puis je l'applique à d'autres choses. Les trucs de périodisation, je le fais avec ma nutrition maintenant. Parce que je vois qu'il y a des éléments au niveau de mon plan alimentaire que je peux vraiment juxtaposer sur mon plan de training qui font du sens à coller ensemble. T'sais. Puis qu'est-ce que tu veux dire, mettons? Je cycle de façon ondulatoire ma nutrition. Avec les saisons aussi, je trouve qu'il y a vraiment comme quelque chose, surtout au Québec pour nous, qui est plus agressif que peut-être où il y a des températures qui sont similaires. Juste l'exposition au soleil, là, on parle d'un gros pourcentage de potentiel de production d'énergie ou de... Fait que dans le fond, tu as des types de nutrition. Par exemple, tu as une phase d'intensification, tu fais de la force. Tu as tout compris. Là, je vais loader un petit peu plus. Je vais être moins low carb. Je vais pas faire nécessairement une phase où je vais être en cétone. Par contre, avant l'été, ma préparation pour ma saison de hockey, juste avant de commencer à travailler plus nerveux, fait que la pliométrie, la puissance, etc., là, je vais faire une phase où je vais essayer de descendre mon pourcentage de gras. Je vais faire du intermittent fasting. Okay. Mais je vais, même dans mes microcycles, varier le nombre d'heures que je vais faire. Je ne vais pas sticker sur un truc. La variété, la fréquence, des éléments qu'on retrouve dans la périodisation qui vont donner des résultats incroyables. Pourquoi ça ne serait pas applicable à tout le reste? C'est vraiment drôle parce qu'on ne s'est pas parlé de ça. Mais je fais la même affaire avec des mécanismes d'hypertrophie. Jake, faut bâtir de c'est ça. On est trop connectés. Parce qu'exemple, des mécanismes d'hypertrophie, tu ne vas pas utiliser les mêmes nutriments sur certains mécanismes. Si tu fais du stress métabolique, tu vas utiliser beaucoup plus de carbs. Exact. Si tu fais du dommage musculaire, tu as besoin de beaucoup plus d'acide aminé, réduire l'inflammation parce que tu as beaucoup de dommages. Fait que, c'est pas les mêmes hormones qui réagissent. Exactement. Ça, c'est nice. On va rentrer Wim-Hof, les méthodes Wim-Hof à travers ça. Mais man, hier, j'ai fait un podcast sur... je vais parler des suppléments pour la perte de gras. J'ai été sur examen.com. Je vais voir toutes les recherches par rapport à ce qui marche vraiment. Puis là, je checkais toutes les affaires. Et finalement, pas grand-chose qui marche. Mais une des affaires qui était le plus puissant, c'était l'exposition au froid. Puis il y avait une augmentation de métabolisme jusqu'à 6 ou 8%, je pense. Oh shit. Fait que, tu sais, pour le fat loss, c'est quoi qui est quand même... on the spot, là. Juste avec une technique. Mais une exposition en bas de 6 degrés pendant, je pense, c'était 30 à 60 secondes. Okay. C'est pas un gros effort pour le gain en plus. Là. Ça, tu vois, c'est le genre de truc, quand t'as fait ça, j'ai fait comme, OK, I need to dig into this. Ouais, c'est clair. Mais ouais, c'est vraiment hot. Puis... c'est ça. Non, mais c'est le fun des challenges de même, tu sais. Puis tantôt, tu parlais de tes objectifs à long terme qui vont tous avoir des challenges. C'est tellement... Je pense que c'est là que tu te sens vivant quand tu sors de ta zone de confort. Puis t'agrandis ta zone de confort, j'aime mieux ce terme-là. Écoute, il y a 2 semaines, Jake, depuis des années, je chiale contre le yoga show, OK? Je trouve ça que c'est un concept de merde, comment c'est vendu puis tout ça. Mais je n'étais jamais allé le tester. Fait que je me trouvais pas intègre à juger ça. Je le fais pas sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, mais quand mes clients viennent me poser des questions, je suis comme... Je suis allé le faire, le cours. Puis bon, j'en referai pas un autre, là, parce que je suis pas fait pour ça pantoute, moi. Je suis fait pour être au froid. Quand j'ai chaud, je perds... Écoute, j'ai quasiment perdu connaissance. J'étais le gars le plus en forme dans la place. Il faut dire que j'avais fait un training, j'avais été sur la glace dans la même journée. J'étais probablement déshydraté un peu, mais j'ai failli perdre connaissance avec des push-ups bodyweight, des exercices d'isométrie. Ouais, c'est ça. Mais...
sais, je comprends plus le concept en arrière. Puis bon, étant donné que c'était pas, on t'embarque sa balance, on dit que tu perds du poids, c'était plus comme social, etc. Déjà là, j'étais plus dans l'acceptation un peu. Là, c'est rare que je bâche des affaires, mais j'avais entendu tellement de merde à l'époque que ça avait commencé, cette histoire-là. Les gens rentraient dans le gym puis embarquaient sur des balances. Puis après ça, on leur disait que pendant la session qu'ils avaient faite, ils perdaient 3-4 livres. Ben ouais. T'sais, quand c'est de l'eau que tu perds, Ouais, puis que t'abuses dans le fond des non-connaissances des gens pour faire de l'argent, moi ça me bousculait. Mais tu sais, bon, évidemment, fait que tu parles de sortir de ta zone de confort, ça m'a définitivement sorti de ma zone de confort. Comme probablement toi, ça glace aujourd'hui. Ouais. Mais non, c'est sûr que si on veut progresser dans la vie, il faut tout le temps créer des nouvelles adaptations. Et sortir de sa zone de confort, c'est ça. C'est créer un stress sur ton corps, que ce soit mental, que ce soit physique, et après ça, t'adapter, puis faire comme, OK, je suis capable de le faire, soit je progresse là-dedans, ou je vais chercher un autre stimulus différent. Fait que oui, les concepts d'entraînement, c'est applicable. Cette physiologie-là est applicable au complet. Puis si jamais tu vas essayer le froid, moi, je trouve que t'as tellement une puissance que t'es comme, que je fais quelque chose que 99% de la planète ne va pas faire, puis veut pas faire. Puis le feeling que tu vas chercher après ça, d'être capable de te calmer dans un état de stress intense, puis d'être centré, là, ça, je trouve que c'est vraiment puissant. Puis après ça, ben, je me dis juste ça peut pas être plus frette qu'une minute à 2 degrés dans l'eau. Là, ça peut, mais ouais, c'est quand même extrême. C'est dans un top de... Non, c'est cool, ça. J'adore ça. Fait que moi, j'invite tout le monde qui écoute le podcast en fin de semaine à faire une chose que vous avez jamais osé faire, puis d'agrandir votre zone de confort. Aller faire n'importe quoi, comme toi, c'est du... Tu sais, c'est niaiseux, mais yoga show, tu sais. Pour toi, ça a sorti. Moi, venir patiner aujourd'hui, puis jouer au hockey, que j'ai jamais appris comment freiner, puis ça... Fait que ça, c'est là que tu te dépasses, puis... Mais bref, fait que faites une chose, puis après ça, écrivez-nous sur Instagram ou sur Facebook qu'est-ce que vous avez fait et comment vous vous sentez. Ouais, comment vous êtes senti par rapport à ça. Ça, c'est cool. Si on revient à ce que je voulais te poser comme question. Ouais, vas-y, Jack. C'est quoi la chose que tu sais que tout le monde devrait savoir? Par exemple, tu as une pancarte sur le bord de l'autoroute écrit « Signé Gab ». Ce serait quoi que tu mettrais dessus? Neuro-appliqué. Comprendre la neurologie derrière le mouvement, c'est la base de mon travail parce que ça influence tout le reste. Ça influence le côté nutritionnel, ça influence ma périodisation. Il y a toujours un goût neurologique à travers tout ce que je fais. Donc ouais, c'est vraiment ça, c'est les concepts de neuro applicables. Fait que c'est pas de connaître ta neuroscience sur le bout des doigts, c'est de comprendre une base de neuroscience. Je suis pas un spécialiste du cerveau, je sais juste quand que je travaille certains trucs dans le gym, quand mon objectif c'est d'améliorer telle qualité physique, quand je veux optimiser une fondation chez quelqu'un qui est déficiente, par quel bout commencer, puis comment orienter toute ma sélection d'exercices, mon choix de système à développer. Donc, vraiment, l'arrière-pensée, le mot, c'est vraiment la neurologie du mouvement. Ouais. Vraiment intéressant. T'as-tu une routine matinale puis une routine du coucher pour être optimal dans ta journée? Et bâtard, ouais. Plus tu t'optimises, évidemment, plus il faut que tu t'investisses sur des patentes à gosse. Fait que là, tu sais, le dentiste je vois un dentiste qui a des méthodes plus là, holistiques, si tu veux, là, pour appeler ça un dentiste holistique. Fait que j'ai des mécanismes là, le soir, puis le matin, il faut que j'utilise des pâtes à dents spécifiques, etc. Parce que j'ai eu des problèmes au niveau des gencives qui étaient reliés à mes problèmes digestifs, etc. Je vois une naturopathe, auriculothérapeute. J'ai un paquet de trucs à faire également au quotidien, à chaque jour. J'ai commencé à faire des genres de drills de méditation. Donc, en plus de tous mes exercices de neuro, de patron moteur que je dois faire chaque jour pour optimiser mon corps, mais aussi pour l'entraînement. Fait que j'ai besoin de beaucoup d'heures dans ma journée juste pour me préparer à faire des trucs, là, dans le fond. Là, ouais. T'as-tu des trucs le soir que tu fais pour optimiser ton sommeil? Oui, tisane, souvent. Maintenant que j'ai plus régulé mon système métabolique, j'ai moins besoin de supplémentation spécifique. Des fois, je vais avoir besoin, par exemple, du GABA. Parce que je sens que là, je suis trop dopamine dominant, puis là, je suis trop travail. Fait que là, il faut que je me calme le soir. J'ai moins de disponibilité sur ce neurotransmetteur-là, fait que je vais me supplémenter. Mais la majorité du temps, c'est que je vais jouer un peu de guitare. C'est vrai, tu joues de la musique, hein? Ben, mon père est guitariste, fait qu'évidemment, ça coule dans les veines un peu. J'adore la musique, mais je veux vraiment me mettre là-dedans. Là. C'est un de mes objectifs. Là. Je veux vraiment maîtriser un instrument, puis ça serait vraiment la guitare en premier, après ça, peut-être le piano. Fait que je pratique un 15 minutes.
je stimule des zones au niveau du cerveau complètement différentes. Et je travaille encore vraiment tout ce qui est tactile. C'est vraiment cool. Fait qu'il y a une neurologie vraiment intéressante. Tu joues-tu de la classique? Ouais, une guitare acoustique. Ouais, acoustique. Classique, non, il n'y a pas de guitare électrique à 10h le soir de me coucher. Non. Fait que c'est acoustique. J'apprends par moi-même. Fait que je garde le modèle vraiment autodidacte le plus possible. Je regarde des gens avec les accords en ligne, puis je vais pratiquer une chanson en particulier jusqu'à temps que je la maîtrise à 100%. Après ça, je passe à une autre tune. Ça paraît pas, mais en 15 minutes par jour, un mois, puis je maîtrise une tune. Fait que sur une année, ça me fait 12 chansons. C'est quand même pas si pire. Fait qu'il y a ça. Éteindre router, tous les électros, ça fait partie de ma routine. J'essaie d'éliminer le plus de champs électromagnétiques le plus possible. Fait qu'il faut que toute ma partie de job soit été faite au moins 30 minutes avant que j'aille me coucher. Puis après ça, un petit snack de dodo avec ma tisane. Puis si j'ai besoin de supplément, je prends un supplément. Une petite méditation classique, là, comme on faisait même à la limite au primaire. C'est rien de bien évolué, mon truc, mais ça fonctionne vraiment. Je me concentre sur les orteils, le pied, puis normalement, à cheville, je m'endors. Fait que je me serais jamais vraiment rendu plus loin que ça, là, malheureusement. C'est quoi tes projets pour la prochaine année? Développer le gym ici. Continuer de développer avec Matt pour Institut IP, tout ce qui est le mouvement, si tu veux, de la IP Vibe au Québec, en France, partout. Et mes formations. Ouais, pour le côté business, c'est ça. Puis les gars aussi qui s'en viennent. Fait que j'ai des stagiaires qui vont finir leur bac. Donc, développer leur clientèle eux autres, développer leur style eux autres. Donc, Philippe Roy, Vincent Carey, Jean-François Sick, qui sont mes 3 stagiaires. Ça fait plus d'1 an qu'ils sont avec moi. On fait à peu près toutes les formations, apprendre les concepts de neuro-appliqués. Fait qu'ils veulent vraiment se développer eux autres aussi dans la même optique que moi. Fait que c'est super stimulant, évidemment, de travailler là, maintenant en groupe, en gang, avec des gens comme ça. Fait que c'est vraiment mes objectifs là, pour la prochaine. Passer le flambeau des connaissances. Passer le flambeau, oui, parce qu'à un moment donné, un peu comme avec les gens du quotidien, tu veux que les autres coachs se rendent compte qu'il y a des trucs qui pourraient les faciliter leur travail dans l'avenir. Puis moi, c'est ce que je leur dis. Je dis, écoute, ça m'a pris 10 ans à me rendre jusqu'à je suis aujourd'hui. Si t'en prends 5, on s'entend que c'est 50% moins de temps. Là. Ça, c'est primordial là, pour ton développement. C'est de toujours faire plus rapide que l'autre qui tu veux faire la même chose. Parlant de ça, je veux parler d'un concept que tu m'as appris il y a 2 ans. Hein? Que tu as parlé. Non, mais on a reparlé tout à l'heure. De se donner des objectifs par dizaines d'années. Tu sais, de dire, exemple, tu me disais, toi, de 25 à 35, tu avais tel objectif, de 35 à 45. C'est de la planification. Fait que quand je dis que je planifie ma bouche, je planifie aussi mes objectifs que je me donne, business, vie personnelle, etc. Parce que c'est drôle, parce que avant je planifiais tout le temps juste mon année. Puis là, quand tu me parlais de ça, je tabarnak, c'est faut jouer plus longtemps. Fait que j'ai commencé à le faire, puis il y a plein de choses que je suis comme, OK, ça, je veux faire ça. Rendu à tel point dans ma vie, puis telle affaire. Puis tu vois, je peux pas en parler tout de suite. Mais il y a de quoi que je me suis dit, genre, avant 30 ans, il faut que ça soit fait, puis ça va être fait cette année. T'sais. Génial. Puis, genre de voir c'est quoi. Ouais. Tu m'as mis l'eau à la bouche. J'en ai parlé tout à l'heure. OK, nice. Good. OK, je sais c'est quoi. Fait que je sais juste, je peux pas le dire sur le podcast tout de suite. J'avoue. Vous allez en entendre parler en masse quand ça va arriver. Fait que... Mais ça, fait que j'invite tout le monde à faire ça. Pour vrai, je trouve ça vraiment puissant. Pour vrai, oui. Sur toutes les sphères de ta vie. C'est pas juste la business. Là. Je pense d'un point de vue personnel, familial, même d'un point de vue développement personnel. Tu es telle personne aujourd'hui, tu es bloqué dans un pattern, tu te vois où dans 10 ans? Tu te vois être quelle personne? Moi, c'est toujours la version moins moi-même. Fait qu'à chaque jour, j'essaie de... tu parlais de routine, j'essaie d'évaluer ma journée. Quand j'ai plus de temps, ma semaine. Quand j'ai plus de temps, le mois... voir, OK, qu'est-ce que j'ai fait à tel moment qui j'ai rendu quelqu'un mal à l'aise ou j'ai pas dit la bonne affaire ou pas pour me culpabiliser, juste pour faire mieux. Parce que tu sais, le passé, c'est passé, là, c'est fait. Donc, c'est garder vraiment mon mindset sur des objectifs vraiment à long terme. Puis développement personnel, je pense que c'est ça qui t'amène à tout faire le reste comme il faut après ça. Exact. Si tu te développes personnellement, ta vie familiale, ton niveau de croissance, toi avec toi-même, parce que c'est bien plus ça la vie, il faut gérer nous autres mêmes. Puis après ça, ton profil business. Ouais. Il y a un principe dans un livre, je suis en train de lire, qui est The Way of the Extraordinary Mind de Vishen. Tu l'as lu?
Fait que je l'ai pas lu au complet, mais j'ai tombé, j'ai fait un peu comme toi, j'ai commencé à lire plein de livres un peu en même temps, puis je l'ai commencé, mais ça, c'est vraiment... C'est dans le fond, le message de ce livre-là, c'est « Be extraordinary ». Ça, c'est un mot que je me répète constamment. Et pas juste pour moi-même, avec les gens qui m'entourent. Je veux des gens qui veulent être extraordinaires. Pas qui sont nécessairement extraordinaires en ce moment, mais qui ont l'objectif de vouloir être extraordinaires. Exact. Puis lui, il dit, dans le livre, tu vas tout le temps te surévaluer ce que tu es capable de faire en 1 an, mais sous-évaluer ce que tu es capable de faire en 3 ans. Puis des fois, tu as tendance à dire hey, Chris, je veux faire telle affaire dans ma vie. Fuck, cette année, je peux pas tout faire. Ouais. Non, mais puis c'est là le principe de se mettre un objectif sur 10 ans. Tout ce que tu vas atteindre. Puis tu sais, comme on parlait tantôt, tes objectifs que tu t'es mis là, ça termine. Ils sont là. tout arrivés dans la dernière année. C'est ça. Fait que 1 an avant que ça termine, ton gap, tout s'est fait. Ouais. Fait que des fois, il faut faire. C'est fou ça. Faire confiance. Il faut faire conscience au processus plus qu'au résultat. Puis c'est le processus. Tu sais, quand je pense à tout ce que j'ai vécu dans la dernière année, le moment, c'est cool. C'est comme en entraînement, c'est la même affaire. Le moment, c'est super hot. Tu réussis un PR. Mais c'est toutes les étapes que tu as passées avant qui font quitter aujourd'hui. Fait que, tu sais, les relations interpersonnelles, etc. Tu peux mettre ça, tu peux appliquer ça sur n'importe quoi. C'est tout ce que tu as vécu qui font quitter aujourd'hui. Si tu es à l'aise avec ça, ben, tu vas être à l'aise avec toi-même. Puis tu vas pouvoir te développer encore une meilleure personne après ça. Fait que ça, c'est un concept vraiment de malade, ça. Très puissant. Ouais. Est-ce qu'on peut suivre ces réseaux sociaux? J'ai un site internet maintenant. Ah, cool. Ouais. On est ailleurs. www.gabrielroylehou.com. Fait que c'est mon nom complet. Sur Instagram, gabriel.rlehou. Puis même chose sur Facebook, mais j'ai une page pro aussi, c'est Gab Lehou, préparateur physique. Elle vient juste de sortir, ça fait pas longtemps, fait que j'ai pas beaucoup de volume dessus ou de trucs, mais je commence là, à monter tranquillement pas vite le setup, le relié à ce que je t'ai parlé tantôt, là, pourquoi je veux que les gens me reconnaissent. Là. Ça, c'est puissant là, quand tu veux faire tu veux faire du marketing, de penser à qu'est-ce que tu veux que les gens... Bref, on continue à parler. On prend en tomber un auteur facile. Matt, il fait que un nouveau... il est couché à terre. Faire une petite sieste. Nouveau concept que je mets dans les podcasts, c'est que je vais poser des questions à mon auditoire. Yes. Et les gens répondent aux questions. Fait que... Non, ils te posent des questions et toi tu réponds. Yes. Fait que... Il y a Alex Babin qui dit quand est-ce que tu vas revenir t'entraîner dans le best garage gym in the country. Alex, écoute, c'est vraiment juste parce que on est extra bookés, parce qu'écoute, il est vraiment pas loin d'ici. Mais c'est sûr que moi, je l'invite aussi à venir me voir parce que je suis allé quand même pas mal à sa place. Fait que peut-être que la question pourrait se relancer. Moi, j'ai bien hâte de le voir venir faire un petit training avec moi puis qu'on se coach. Là. J'adore Alex. C'est bon ça. Si je t'envoie une invitation, si tu veux venir à notre formation, je t'invite gratuitement. Yeah, nice. Quelles sont les étapes qu'un athlète passe au travers avec toi? Fait qu'il y a un athlète qui rentre dans ton bureau, c'est quoi qui se passe? Donc, première chose, il y a un questionnaire qui prend en compte à peu près tout. Donc, tout ce qui est physiologie de base, métabolique, neuro, toute la question, la sphère physique, les objectifs. Et après ça, moi, j'ai déjà du data pour orienter mon évaluation parce que j'ai différents types d'évaluation. Donc, après ça, la personne arrive, j'intègre plusieurs sphères que j'ai vues dans le questionnaire qui, par exemple, seraient moins optimisées ou ce que j'ai déjà une orientation du questionnaire que la personne a répondu. Je vais faire des testings posturales spécifiques, des testings au niveau plus biochimique, puis après ça, des testings de mouvement pour voir comment la personne bouge dans le gym. Après ça, on commence à faire la périodisation. La personne choisit quel type de package qu'elle veut embarquer. On commence la périodisation avec les objectifs court, moyen et long terme. Des fois que la personne n'avait pas au départ, mais que moi, j'ai pu orienter et amener la personne à prendre la décision. Et puis, au final, après ça, c'est du coaching one-on-one. C'est de s'ajuster au jour le jour, dans le microcycle, dans la phase à laquelle on est, puis même dans l'année. Donc, c'est continuellement ajuster ces paramètres d'entraînement-là pour aller chercher les meilleurs résultats au quotidien, toujours avec le mindset neurologique en arrière. Donc, moi, c'est intégration de patron moteur de base, posturologie, avoir la structure la plus symétrique possible pour pouvoir le créer le plus d'outtake possible sur l'entraînement, fait que le plus de puissance, force et plus de gains pour les sports. Vraiment intéressant. Est-ce que les posture correctors back brace peuvent vraiment améliorer la posture?
Oui, ben en fait, ça améliore le positionnement. Puis il y a souvent une confusion entre posture et positionnement. La position, c'est la position du corps que vous prenez, que vous décidez de prendre à un moment. Moi, je suis en train de parler présentement. J'ai un axe que je suis en train de déterminer. Toi, tu es tanné d'être accroupi un peu, tu te repositionnes un peu à la colonne vertébrale. Ça, c'est des positions que l'on prend de façon consciente. La posture, c'est inconscient. C'est des systèmes complètement différents que qu'est-ce qu'on utilise pour se positionner. Donc, ce mécanisme-là travaille sur la position. Il ne travaille pas sur ce qui vient avant, sur la posture. Donc, de dire que c'est un postural tool, c'est pas vrai. Les seules méthodes que moi je connais qui améliorent la posture, donc la posture inconsciente, c'est les méthodes de réorganisation de patron moteur qu'on utilise dans l'Institut IP, combinées avec la posturologie et d'autres techniques à saveur neurologique. Vraiment intéressant. Meilleur truc qui dit où ton gym. Meilleur truc pour améliorer une posture de gamer et pour l'avancer, tête vers l'avant. Puis juste avant que tu rentres, c'est drôle parce que tout le monde a c'est la même posture, mais ils la nomment toutes de façon différente à cause d'une cause. Il y a la posture de la secrétaire, la posture du gars de l'ordi, la posture du gamer, mais la posture du gars sur son cellulaire. Ouais. Bref, je pense que ça a répondu un petit peu, là, mais si tu veux rajouter quelque chose. Oui, bien, automatiquement, si tu as les épaules avancées vers l'avant, le thorax syphosé, perte par exemple au niveau des lombaires, bassin en antériorité, postériorité, pardon, donc le bassin vers l'intérieur, donc perte de lordose carrément. C'est souvent parce qu'il y a une mauvaise connexion à l'enfance entre les muscles antérieurs et les muscles postérieurs. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que les fléchisseurs, qui sont les muscles qui sont déjà trop forts au départ, parce qu'on dans le ventre de la mère, on est en flexion, et que si on n'a pas développé les muscles extenseurs pendant les stades de développement qu'on parlait tantôt, on n'a pas accès aussi bien à cette chaîne d'extension-là, et finalement, on finit à être tout le temps fléchi. Donc, c'est quoi la position que tu me parlais tantôt, position de secrétaire, position du gamer, etc. C'est des fléchisseurs qui sont trop activés comparativement aux extenseurs. Donc, le but, pour moi, c'est tout le temps de repartir avec les fondations, créer une meilleure symétrie entre l'équilibre des muscles avant-arrière avec la posturologie et l'intégration de patron moteur comme on fait à IP. À la base. Ouais, à la base. All right. Donc, un gros merci, Gab, d'avoir été là. Hey, c'est moi qui te remercie, man. Puis on se fera un part 2. On parlera de tes objectifs 35-45. Génial. Ben là, j'espère que ça ne prendra pas 3 ans avant qu'on s'en voit. Ben non, on va s'en voir bientôt. Quand même juste 33. All right. Fait que merci à tous d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas d'aller faire un 5 étoiles sur iTunes, un like sur YouTube. Peu importe ce que vous écoutez, faites un like ou un partage, etc. Et abonnez-vous sur Facebook, Instagram, YouTube, Quantum Training, et on se passe dans un prochain podcast. Malade. Mais ça, les podcasts, n'oubliez pas de laisser un petit review sur iTunes, un petit 5 étoiles, ça nous ferait grandement plaisir. Si jamais vous avez quelqu'un que vous voulez avoir sur le podcast, vous pouvez nous écrire sur Instagram, Facebook, Quantum Training. Il y a aussi notre chaîne YouTube que vous pouvez aller voir, Quantum Training. Et aussi, pour ceux qui écoutent le podcast, vous avez 20% de rabais sur le site beliefsupplement.com avec le code Quantum20. Si vous voulez un shaker incassable en acier inoxydable, pas de BPA, l'excellente compagnie Mana Apparel vous offre 15% de rabais avec le code Quantum15. Sur ce, passez une excellente journée et on se dit à la prochaine.